Bonjour à tous. Alors avant de débuter cet échange que j'espère passionnant avec Antoine de la chaîne Egonon, je voulais, pour que tout soit bien clair et que le contexte soit bien posé, vous diffuser cet extrait de la vidéo dans laquelle je prends position sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et en préambule de cette vidéo, je donnais mon analyse de ce concept mécaniciste de progrès technique, c'est-à-dire que selon moi, le progrès technique l'emporte sur énormément de choses. Donc je voulais remettre cet extrait pour bien comprendre dans quel cadre s'inscrivait cette discussion avec Antoine d'Egonon. On repasse l'extrait et ensuite l'émission débutera. Il y a quelques années encore, je pensais que le pouvoir des idées était immense, que la bataille idéologique était la clé pour lutter contre le déclin civilisationnel de l'Europe, etc. Mais en réalité, et ça j'en suis désormais convaincu, les idées, bien évidemment, ont une importance certaine, hein, c'est évident, mais leur influence est en réalité minime par rapport à d'autres facteurs. Et j'en parlais en conclusion de ma vidéo sur la nécessité pour la droite de mener la bataille idéologique contre le gauchisme. Je vous laisse regarder ça. Pour conclure, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura appris des choses et permis de voir la gauche, la droite et la société sous un jour nouveau. Mais sachez que refonder idéologiquement, intellectuellement et culturellement la droite est une condition nécessaire, mais pas suffisante du salut de la France et de l'Europe. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'il existe un facteur fondamental à prendre en compte pour comprendre les dangers auxquels nous sommes confrontés, un facteur aussi important, voire plus, que la victoire du gauchisme. Et ce facteur plus important que la bataille idéologique, c'est l'influence de ce que j'appelle les circonstances. Alors les circonstances, c'est un ensemble d'éléments, hein, un peu de briquet de broc, mais qui en fait revêt une importance capitale pour expliquer le monde. Donc les circonstances, ça peut être les contraintes géographiques, le hasard de l'histoire, les crises diverses soudaines, mais aussi et surtout le progrès technique. Il est fondamental de comprendre que le progrès technique a changé le monde de manière bien plus forte et bien plus profonde que toutes les idéologies. Le progrès technique, qui est évidemment lié à l'essor du pétrole, a amené un confort extraordinaire aux sociétés modernes, et le chômeur d'aujourd'hui vit 100 fois mieux que ses grands-parents et 1000 fois mieux que Louis XVI. Rendement agricole extraordinaire, électricité partout, eau courante, machines qui font tout pour nous, de la vaisselle jusqu'aux calculs les plus complexes. Bref, le progrès technique a totalement transformé le monde et les sociétés qui le composent. Et donc, nous, les hommes, il y a eu une révolution anthropologique à cause du progrès technique. On peut prendre un exemple simple, celui du féminisme. On pourrait se dire que le féminisme a gagné en Europe grâce aux travaux militants des convaincus du féminisme, grâce aux livres qui démontraient par A plus B que le féminisme était bon, grâce aux combats des militantes dans les années 30, 40 et suivantes. Mais en réalité, alors ça a pu jouer un peu, hein, bien entendu, mais en réalité, le féminisme a avant tout gagné parce que la société a été transformée par le progrès technique et que le progrès technique allant, il y avait moins besoin d'hommes dans les champs ou dans les mines, plus dans les bureaux, et le progrès technique a donc créé un monde tertiarisé où il y avait beaucoup plus d'hommes et de femmes ensemble dans les bureaux, puisque dans les boulots qui se font dans des bureaux, on n'a pas besoin d'une force physique particulière, etc. Et donc on avait hommes et femmes à peu près à égalité de compétences, ce qui fait que mécaniquement, l'égalité était beaucoup plus possible dans tous les domaines qui y suivaient, pas seulement le travail. Et donc on a eu, grâce au progrès technique, une uniformisation de la société. Alors il y a évidemment toujours des différences qui existent, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que le progrès technique a fait bien plus pour l'égalité entre les hommes et les femmes que tous les bouquins militants réunis. Ce qui a compté, c'est la tertiarisation de la société. Autre exemple que je prends souvent quand je discute avec mes amis nationalistes bretons, que je salue au passage, on parle souvent de la destruction de l'identité bretonne et de l'influence du jacobinisme. Et je leur dis souvent que oui, évidemment, le jacobinisme a eu une influence certaine sur la destruction de l'identité bretonne, c'est certain. Voilà, l'uniformisation nationale française a évidemment gommé, éradiqué certains particularismes régionaux, mais le plus féroce ennemi de l'identité bretonne, c'était en réalité le progrès technique. C'est-à-dire que quand on a le pétrole, les machines et compagnie, le paysan breton, il n'a plus autant besoin qu'avant de ses enfants dans les champs, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont à l'école, vont à l'université. En plus, à côté de ça, on a le développement des moyens de communication, des moyens de transport. Donc on a la route, on a le train. Donc on va beaucoup plus facilement dans
les villes qui sont cosmopolites par essence, ça c'est évident. Et donc du coup, peu à peu, l'identité bretonne, elle se dilue, elle devient diffuse parce qu'on va dans les villes qui sont déjà aux périphéries de la Bretagne, puis ensuite à Paris. En plus de ça, le progrès technique via la radio, la télé, qui produisent du contenu culturel uniformisé. Et donc, on a certes une influence du jacobinisme, c'est évident, mais on a aussi et avant tout une influence du progrès technique qui explique l'éradication de ces particularismes culturels. C'est une conséquence mécanique du progrès technique. Et j'en veux pour preuve que même dans des pays beaucoup moins jacobins que la France, comme l'Allemagne par exemple, eh bien, la destruction des identités régionales, elle est certes moins avancée, ok, mais l'impact du progrès technique a été suffisamment grand pour que ces identités soient quand même en voie de disparition à un degré ou à un autre. Donc le progrès technique l'emporte sur l'idéologie une fois de plus. Et cette analyse, elle peut évidemment être transposée à de nombreux sujets. J'ai pris quelques exemples comme ça, il y en a des milliers d'autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'occidentalisation du monde, c'est une conséquence mécanique du progrès technique. Voilà, donc cet extrait va vous permettre de voir de manière un petit peu plus claire ce que je définis par l'influence du progrès technique dans la marche du monde, en tout cas moderne. Ça m'a semblé important de vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre ce que je voulais dire. C'était peut-être pas parfaitement expliqué au cours de l'émission, donc je voulais que ça soit le plus limpide possible. Bref, place à l'émission. J'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que nous, on a eu à échanger sur ces sujets, je pense, majeurs, voire même révolutionnaires potentiellement. Voilà, bonne émission, bon visionnage et à très vite. Bonjour à tous, alors on est en direct pour les abonnés Sunrise et pour les abonnés Egonon. Voilà, pour ceux qui nous regarderont éventuellement hors diffusion, il y aura comme d'habitude un chapitrage minuté pour vous y retrouver. L'émission va être dense. Salut Antoine. Salut Nicolas. Merci Bon, alors de c'est ton invitation. Ouais, bah je t'en prie. Alors là, pour le coup, on est vraiment, à mon avis. Alors, je le redis, ça fait vraiment très prétentieux, mais en même temps, il y a un moment où il ne faut pas avoir peur de se lancer des fleurs de temps en temps. Ça fait un petit moment quand même qu'on se pose 2-3 questions sur le renouveau idéologique de la droite. Pour l'instant, évidemment, on n'est pas du tout dans la volonté d'abattre les idoles par pure volonté comment dire ça, par pure fougue adolescente. On est dans le questionnement et dans l'interrogation, mais c'est vrai que on a l'impression, et on n'est pas tous les deux les seuls d'ailleurs, qu'il y a peut-être quelque chose à droite qui idéologiquement mérite d'être mis à jour. Voilà, questionner déjà, et pourquoi pas mis à jour. En tout cas, là, on en reste juste au stade des questions. Ça va être le but de cette émission. Mais il me semble que ça peut vraiment être explosif, les sujets qu'on va aborder ce soir. Donc, modernité ou décroissance, Europe ou Occident. Deux sujets qui sont très liés en réalité. Il y aura donc une série d'émissions sur ce sujet avec d'autres invités. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour que voilà, que ce soit les abonnés Sunrise ou les gens qui regarderont en public si l'émission est diffusée, qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi. Bon, bah alors, en quelques mots, ce n'est pas toujours facile de se présenter soi-même, mais je suis belge, j'ai 26 ans. J'ai une chaîne de philosophie politique depuis 1 an et demi maintenant, ou presque 2 ans en fait, je crois. Euh, donc dans une chaîne YouTube qui présente des idées d'auteurs, de penseurs importants de la tradition philosophique de droite, mais des penseurs de traditions différentes au fond. Et ce que j'essaie de faire, ce n'est pas uniquement de présenter leurs idées de façon muséale, par pure érudition, mais en fait plutôt de chercher chez eux ce qu'il y a encore de pertinent pour notre combat, pour faire un inventaire, aussi un inventaire critique de nos idées. Et j'essaie parfois de prendre des idées qui ne sont pas toujours les plus connues chez ces penseurs anciens, pour voir qu'au fond, il y a des permanences, il y a des filons qui n'ont pas toujours été exploités dans toute leur profondeur. J'essaye de faire ça à ma maigre échelle. Oui, bah, tu le fais très bien déjà. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a toujours une volonté d'aller chercher, on va dire, la sève passée pour faire fleurir l'arbre moderne, l'arbre actuel. Donc ça, c'est très, très, très intéressant et c'est évidemment une démarche qui me plaît. Et on apprend plein de choses en plus, donc c'est toujours sympa. Même si c'est des vidéos
sont parfois ardus parce que tu abordes des sujets qui sont quand même complexes, au moins on n'est pas, voilà, on n'est pas devant les anges, donc du coup on apprend des choses, c'est tant mieux. Bon, en tout cas, là on est ensemble pour parler d'un double sujet, mais qui peut-être ne fait qu'un. On va parler de modernité, de décroissance, d'Europe, d'Occident, toujours sous forme de questions, puisque je le rappelle, il ne s'agit surtout pas d'affirmer péremptoirement, il s'agit juste de questionner, de tâtonner, et peut-être, sûrement même, de se tromper, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Je pense que si Ouais. je peux dire un mot, justement, je voudrais un peu saluer ton initiative, parce que tu m'as dit que tu voulais inviter plusieurs personnes qui n'ont pas toutes les mêmes idées pour interroger certains de nos postulats, des postulats qui sont les plus communément acceptés à droite. Et je pense en effet qu'il est temps de dresser un état des lieux philosophiques et idéologiques. Trop de gens répètent inlassablement des idées toutes faites, des idées toutes faites qui sont ressassées depuis trop longtemps sans être interrogées. Et je pense en effet qu'une idée n'a de valeur elle n'a de valeur et de pertinence que si elle s'accorde à une perspective historique concrète. Donc, parfois, certaines idées étaient très bonnes dans un temps ancien et qu'il faut remettre au goût du jour aujourd'hui, pas pour autant qu'elles n'ont plus aucun intérêt pour nous. Ça peut mettre une école de pensée. En tout cas, il faut interroger certains postulats. Et je pense justement que nous vivons une époque historique, en un sens, avec la guerre qui est aux portes de l'Europe et qui nous force à nous repositionner, à nous interroger sur certains de Ouais. ces postulats. Exactement. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va commencer avec le premier gros sujet de cette vidéo, qui est donc modernité ou décroissance. Alors, l'alternative peut paraître abrupte, mais pourtant, on va voir, à mon humble avis, que bien, les termes sont posés et qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Alors, je vais commencer cette vidéo en citant d'abord la première page du livre Demain la décroissance d'Alain de Benoît. Et donc voilà sur quelle phrase s'ouvre l'ouvrage. Les sociétés anciennes avaient spontanément compris qu'aucune vie sociale n'est possible sans prise en considération du milieu naturel dans lequel elle se déroule, et les modernes ont agi à l'inverse. Voilà, j'ai un peu charcuté, mais l'idée est là. C'est évidemment sur la problématique écologique et de la décroissance que Alain de Benoît s'exprime, mais ce postulat, il se retrouve en fait à droite sur de nombreuses déclinaisons possibles. Hein. Et là, je vais citer donc Dominique Vénère, donc un samouraï d'Occident, page 84. En rupture absolue avec l'ancienne sagesse, la raison des modernes, chrétiens ou athées, a cherché à en finir avec l'enchantement de la nature comme avec la perception des limites nécessaires et avec le sentiment tragique de la vie cultivée depuis Homère. Et alors, en fait, on retrouve dans ces lignes une rupture, une opposition entre anciens et modernes qui irrigue les débats intellectuels depuis toujours, c'est pas nouveau, mais avec quand même cette inclinaison d'une partie de la droite, hein, mais qui, en fait, là j'ai cité deux personnes qui sont plutôt du camp de la nouvelle droite, mais en fait on le retrouve partout, même chez les contre-révolutionnaires, même chez les Maurassiens et compagnie. Voilà, j'ai fait avec les livres que j'avais dans ma bibliothèque avant de préparer l'émission. On peut développer à l'envie. On retrouve cette sanctification et cette idéalisation des anciens. Et moi, j'ai une thèse qui s'est développée ces dernières années, puisque ça fait longtemps que j'y réfléchis en réalité, qui est celle que il s'agit plutôt de posture en réalité, c'est-à-dire que on considère que les modernes avaient une sagesse et que nous, aujourd'hui, on a tout envoyé valdinguer. Je pense plutôt que ce qui est... Alors, il y a évidemment une part de vrai là-dedans, bien entendu, mais je pense plutôt que la plus grande explication de la modernité, c'est le progrès technique, dans le sens où le pétrole et les progrès de la technique et de la science, depuis, on va dire, la fin du 19e, mais surtout le début du 20e, ont révolutionné le monde, ont révolutionné l'Europe ou l'Occident, on verra ça dans une deuxième partie. Ils ont révolutionné le monde entier, l'humanité tout entière, et on a fait un saut qualitatif en termes de confort et de progrès technique
qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. On a fait 10 000 ans d'innovation en un an à l'époque. Et que, en fait, rien n'aurait pu arrêter ce flot-là. Et je finis pour que ce soit clair et que ça soit rattaché à mon introduction. On met les anciens sages et pétris de sagesse immémoriale dans le monde moderne. Ils oublient, à mon avis, intégralement et très rapidement leur grande sagesse. Et si on donne aux Grecs anciens, aux Romains, ou à que sais-je, le pétrole et les innovations qu'on a aujourd'hui, on leur donne à eux, si eux-mêmes on conserve, on va dire, leur sagesse immémoriale, la génération d'après fera les mêmes développements, arrivera aux mêmes comment dire ça, conclusions que nos sociétés modernes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Antoine, je voulais que te parler de cette chose-là. Et finalement, est-ce que le plus important aujourd'hui, c'était pas cette importance du progrès technique? Je pense en effet qu'il y a probablement une trop grande idéalisation des temps passés et en effet une opposition peut-être un peu trop schématique et caricaturale entre les anciens et les modernes. Effectivement, je vois mal comment on aurait pu garder tous ces principes de sagesse, cette morale des limites intactes, quand de facto on avait la possibilité de repousser toutes les limites. En tout cas, c'est peut-être une question qu'on peut se poser aujourd'hui pour aborder le progrès technique de manière plus rationnelle, moins démesurée, mais en tout cas, c'était impossible qu'on fasse autrement, je pense, dans l'Europe moderne, dans l'Europe des temps modernes. Là où j'ajouterais quand même quelque chose en plus à la réflexion, c'est que je pense en effet que le développement technique, la révolution industrielle a évidemment provoqué un saut qualitatif dont on ne mesure pas les conséquences. C'est impossible pour nous d'imaginer ce qu'était la vie, concrètement la vie dans le monde pré-industriel. Mais ce saut a été préparé, pour le coup, par les idées, à mon sens, par déjà le christianisme. Je pense que le christianisme a opéré le premier désenchantement du monde. Ce n'est pas une thèse personnelle, c'est la thèse de Max Weber. Le désenchantement du monde, c'est déjà le fait de rompre avec l'ancienne religion des anciens qui voyaient une nature sacrée, sacralisée, des esprits divins dans les bosquets, dans les forêts, dans les mers, etc. Le christianisme a rompu déjà avec cette conception de l'univers en disant Dieu est de l'autre côté, est au-delà du monde. Et donc, au fond, l'homme est le roi de la création. C'est un thème chrétien, l'homme comme roi de la création. Chez les pères de l'Église, on dit ça de manière ouverte. On dit ça ouvertement. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, en fait, une fois qu'on sécularise cette vision du monde, on comprend mieux Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Et je ne dis pas du tout ça pour culpabiliser les Européens d'un point de vue amélioratif ou négatif. C'est un fait. Je pense que ça a vraiment préparé la mentalité européenne ça a préparé la mentalité européenne à se vouer corps et âme dans ce développement, dans cette curiosité scientifique. Non, mais tu as raison. Les Européens n'auraient peut-être pas emprunté cette voie-là sans cette révolution intellectuelle première. Je suis d'accord. Alors, pour moi, il n'y a rien de plus important que le progrès technique. J'ai une vision très mécaniciste des choses, mais je le précise à l'heure actuelle, puisque effectivement, prenons un exemple très simple. Pendant très longtemps, pendant des millénaires en réalité, pendant même plus longtemps, les êtres humains ont eu peur du noir. C'est-à-dire que c'était une peur panique qu'on ne peut pas imaginer de dormir la nuit. J'imagine, je ne sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est ce qui se passait. On était content d'être autour du feu. Voilà. Comme aujourd'hui, si on avait une nuit noire pendant quelques jours avec pas d'électricité et compagnie, je pense que ça réveillerait quelques craintes ancestrales chez nous. Et au bout d'une ou deux générations, on en viendrait effectivement à voir des forces obscures et compagnie. Bref. Et si tu mets... Alors, il y a deux options de voir le désenchantement du monde. Si tu mets... Dieu ou un lampadaire, on va dire. Et en gros, si tu mets un lampadaire à l'entrée de ta grotte, bah finalement, tu n'as plus peur du noir. Ça te rassure et du coup, tu désenchantes le monde par la technique. Mais c'est vrai que le désenchantement du monde par le christianisme est réel aussi, puisqu'il impose qu'on rompe avec effectivement les vieilles traditions
polythéistes, etc. C'est un thème, généralement les néo-païens reprochent ça au christianisme d'ailleurs, mais par exemple, c'est Saint Boniface, je pense, qui a évangélisé la Germanie, et un de ses actes fondateurs, c'est d'avoir coupé l'arbre sacré des Germains, Mhm. chose qui aurait été impensable avant. Le christianisme a vraiment opéré cette rupture. Après, évidemment, dans les populations, il y avait des restes de Oui, paganisme pendant très mélangés avec le longtemps. christianisme, donc ça a pris énormément de temps. Ouais. Mais la civilisation européenne était quand même, la civilisation européenne ou occidentale, ce sera justement la question qui viendra après, qui naît plus ou moins, la civilisation européenne dont nous sommes les héritiers directs, n'est pas exactement celle de l'Antiquité, je pense. C'est plutôt Ouais. celle de la post-antiquité, de l'Empire de Charlemagne, qui est déjà différent, qui a fait une synthèse avec des éléments chrétiens Ouais. et qui a un esprit faustien, un esprit de dépassement des limites qui était déjà étranger avec les Grecs. Et cet esprit s'est amplifié avec la révolution industrielle, je pense. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et c'est clair qu'effectivement, mon explication mécaniciste du monde doit, doit plier le genou devant celle du christianisme, puisque effectivement, tu as raison, dans ce cas-là précis, les idées ont préparé le monde d'aujourd'hui. Voilà, même si, je le répète, c'est évident qu'à partir du moment où on a découvert le pétrole et comment le raffiner, le transformer et compagnie, on aurait pu être des Grecs la veille qu'on serait devenus des Américains le lendemain, à mon avis. Et d'ailleurs, pour reprendre cette question grecque, alors j'ai sorti pour préparer cette émission un petit bouquin de ma bibliothèque, Économie et société en Grèce ancienne. Et je me suis du coup interrogé en me demandant, mais finalement, est-ce que les anciens, parés de toutes les vertus, n'étaient-ils pas eux aussi modernes quand il s'agissait d'économie? Et parce qu'on dit souvent que l'une des vertus des anciens, et c'est une réalité hein, d'ailleurs, hein, vous le verrez même chez les Grecs, c'est une réalité, il y a une soumission du marchand, ou en tout cas une intrication du marchand dans le sacré, le militaire et compagnie. La valeur marchande ne prime pas dans la cité. Voilà. Bon. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, bon, dans la réalité, en Grèce antique, donc je vous cite quelques passages. Donc on est sur ce bouquin, on est à la page 160 et 172. Au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'abîme entre riches et pauvres ira en se creusant en Grèce. Platon, dans des livres de la République, dresse un tableau frappant du déclin des États. Tableau en partie abstrait, évidemment, mais qui reflète aussi de nombreux aspects de la Grèce du IVe siècle. Dans ce tableau, les facteurs économiques jouent un rôle déterminant. L'or, absent de la cité idéale, envahit peu à peu la cité et l'appât du gain mène à la destruction interne des États, divisant les communautés entre groupes antagonistes de riches et de pauvres. Et donc, page 172, on peut lire « Le développement des fortunes mobilières est caractéristique du IVe siècle, avant Jésus-Christ. On a parfois dit, donc là il cite des historiens, que l'économie grecque au IVe siècle était en passe de devenir moderne. Les anciens jugements contre l'activité économique étaient en voie de disparition, vaincus par l'émergence de valeurs strictement économiques. » Donc ça veut dire qu'en gros, les valeurs ancestrales de lutte contre l'hubris et compagnie, dans la réalité, quand on est confronté à la richesse et à l'accroissement de la production, de la productivité, etc., bon, bah. La Ça... décadence romaine a été un thème très récurrent dans l'imaginaire européen. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même chez les anciens, en fait, finalement, quand la richesse arrivait, bah, arrivait peut-être le déclin ou la société de consommation. Alors, toute proportion gardée, parce que c'était quand même pas du tout le même bouleversement économique et technique, donc ça n'avait rien à voir. Mais on basculait quand même en dehors des valeurs un peu, moi je trouve, fantasmées, un peu des valeurs de posture. Je sais pas ce que tu en penses. Après, disons que de notre point de vue, en effet, quand on valorise toujours l'Antiquité ou le Moyen-Âge, selon les sensibilités d'ailleurs, il y a en effet un fantasme d'un bloc, d'un bloc vertueux, d'un bloc qui serait uniquement mu par des grands principes. Alors que quand on lit les auteurs anciens eux-mêmes, au fond, d'une certaine manière, ils font face à toute proportion gardée, évidemment, aux mêmes questions que nous. Oui. Les questions
le thème de la décadence était un thème récurrent à l'époque romaine. Oui. La question des cycles, des civilisations, etc. Sénèque, qui était un philosophe passionnant d'ailleurs, mais un philosophe stoïcien qui prônait le détachement vis-à-vis de la vie matérielle, etc. Mais en même temps, ses contemporains l'accusaient et le traitaient presque d'hypocrite parce que c'était un des hommes les plus riches de Rome. Donc il prêchait le détachement et la vertu, et pourtant il avait des villas, des domaines. C'était le Bon, BHL de l'époque, quoi. n'exagérons pas, il y a des choses passionnantes chez Sénèque, son œuvre a traversé les siècles. Je ne suis pas sûr que celle de BHL Ouais, c'est vrai que j'ai connaîtra la fait même beaucoup trop postérité. d'honneur. Mais en effet, c'est le genre d'hypocrisie. Si on regarde uniquement les textes de Sénèque, on pourrait se dire incroyable, qu'est-ce que ces Romains étaient vertueux en toutes circonstances. Alors qu'en fait, si on regarde, ben non, ils avaient les mêmes faiblesses que nous dans une très large mesure. Euh, donc, en effet, il y a toutes sortes d'images d'Épinal à rompre. Et d'ailleurs, à droite, on a quand même. Alors là, pareil, on parle. Je vous ai dit, parce que les bouquins parlaient plutôt de la nouvelle droite, mais c'est vraiment partout pareil. On a vraiment alors une détestation de l'individualisme, la mise en avant d'un modèle vertueux qui serait la communauté charnelle, voire la commune au sens topographique, la tradition avec un T majuscule. La réalité, c'est que, et moi, c'est ma vision des choses, même si ça peut être insufflé, encadré par des idéologies, typiquement les Lumières, etc., etc. Euh, Est-ce que finalement la modernité n'était pas inévitable? C'est-à-dire que pour la disparition de ces communautés charnelles, de cette tradition avec un grand T, est-ce que ce n'est pas une conséquence logique de la modernisation et donc du progrès technique? Ben, je dirais que, comme pour la conversation précédente, s'il n'y avait pas de révolution intellectuelle tout d'abord qui permet la science tout simplement, qui permet des recherches scientifiques et un développement rationnel des choses, on n'aurait pas eu cette révolution technique qui ensuite rend ce progrès inéluctable. Si on prend des sociétés, pour le coup, traditionnelles, entre guillemets, comme les sociétés islamiques, euh, ce sont des sociétés ultra communautaires, alors pas forcément selon le vœu, selon les souhaits de la droite européenne, mais c'était une société extrêmement communautaire, très méfiante vis-à-vis du progrès technique, et eux ont totalement manqué la révolution industrielle, ils ont même interdit la Ouais. création de l'imprimerie. Et donc, les idées, en ce sens, ont une importance en ce qu'elles permettent le progrès technique. Et donc, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a même la question des Lumières doit être traitée, les philosophes des Lumières doivent être traités avec plus de subtilité et de nuance que ce qu'on le fait généralement de notre côté. On a généralement tendance à rejeter tout ça en bloc en disant, bon, bah, ce sont des ennemis absolus. Je pense qu'il faut aborder ces philosophes au cas par cas. Il y a d'une certaine manière, je commence à me poser cette question, peut-être que je me trompe, mais je commence à me demander si la réflexion des philosophes des Lumières n'était pas une étape nécessaire à un moment Ok. donné Ouais. dans l'histoire de l'Europe. Si ce n'était pas un moment de négativité important qu'il faut ensuite corriger, mais qu'ils ont introduit certains bouleversements dans la pensée qui étaient nécessaires pour notre développement. Alors, je te suivais totalement sur l'influence du christianisme comme préparatoire au monde d'aujourd'hui. Pour le coup, sur les Lumières, moi je vois, là c'est mon côté mécaniciste qui reprend le dessus, je vois vraiment ça principalement comme les premiers feux du progrès technique avec, c'était la modernisation de pas mal de choses. Je peux parler de la flotte maritime, mais aussi des routes. Il y avait la centralisation qui était en grande voie. Alors évidemment, il y a une part d'idéologie là-dedans, ne serait-ce que parce qu'il y a une volonté politique de centralisation peut-être plus forte en France d'ailleurs que dans d'autres coins. Bon, voilà. Mais, euh, mais là, pour le coup, je pense que l'argument technique est, à mon avis, on peut difficilement le mettre de côté, quoi. C'est pour moi, et c'est là en fait, c'est ce que je reproche en fait à notre camp de pensée aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas le fait qu'il y a une évolution tout à fait
logique. Alors, et tu as très bien fait de le préciser d'ailleurs, logique pour les Européens. Parce que effectivement, même avec l'imprimerie, même avec le progrès technique, il y a des sociétés humaines, typiquement certaines sociétés extra-européennes, je ne vais pas citer de nom, parce que si la vidéo est publique, on ne va pas non plus... voilà. Mais il y a, dans les sociétés extra-européennes, il y a plein les sociétés étant des systèmes bioculturels, il y a plein de limitations bioculturelles qui empêcheraient de nombreuses populations dans le monde, de toute manière, d'arriver au niveau européen. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, à droite, on a quand même un problème avec ça, c'est qu'on idéalise cet âge-là et on n'accepte pas, et ça, c'est pour le coup assez révolutionnaire et assez triste, parce que pour moi, c'est le tragique qui prend le dessus, mais on n'accepte pas l'inéluctabilité de la modernité, en ce sens qu'on ne peut pas refuser la modernité aujourd'hui parce que c'est d'un confort tel que personne n'accepterait de revenir en arrière. Alors là, je parle même pas, tu sais, je dis souvent, choisir entre l'URSS et les États-Unis. Bon, je pense qu'il y a 95% des gens qui prennent les États-Unis pour y vivre plutôt que l'URSS. Je pense qu'on a 80... de Gaspard Proust chez Tadei. Oui, voilà, il n'y a personne qui a fui dans Berlin soviétique, donc c'est certain. Mais alors là où je suis sûr que c'est 100%, c'est que même les monarchistes maurassiens, retour Louis XIV, enfin bref, ou comment il s'appelle, Saint-Louis et compagnie, meilleur roi, etc. Il n'y en a aucun qui choisit de retourner dans la France d'avant. Donc, il y a un côté où c'est là où c'est une posture. C'est que déjà pour moi, il y a un critère d'inéluctabilité parce que le progrès technique entraîne mécaniquement, qu'on le veuille ou non, un changement des mentalités et l'entrée dans la modernité avec tous ces excès qu'il faut combattre, on y reviendra. Et en plus, c'est une posture que de réclamer le retour à la tradition. Parce que même si... Précision terminologique, quand tu parles de modernité à chaque fois, tu parles toujours de modernité technique. Oui, moi, c'est mon côté très techniciste. Ouais. Effectivement, pour moi, la modernité, on va dire que, même si je comprends qu'elle est née avant, etc., mais pour moi, la vraie rupture, c'est pas 1789 et compagnie. Pour moi, c'est vraiment la découverte du pétrole. Mais moi, j'ai une explication vraiment très technique. Donc, je sais que c'est pas parfait, je sais que c'est un défaut, hein, mais c'est ma façon de voir les choses. Tu as bien fait de me demander. C'est simplement parce que le terme modernité est un terme extrêmement polysémique et qui, au fond, est assez étrange quand on l'analyse, puisque modernité, moderne, vient du latin, du latin médiéval, je pense qu'il veut simplement dire d'aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, chaque époque est moderne, parce que chaque époque est d'aujourd'hui. Et ce qui caractérise la modernité, et je pense qu'à cet égard, la critique de la droite a un intérêt, c'est-à-dire que simplement la modernité en tant qu'elle se constitue comme ce qui est d'aujourd'hui a établi une nette rupture avec le passé. Et je pense que c'est ça qui a conduit une bonne partie de la droite à avoir une opinion extrêmement négative du monde moderne, du progrès, parce que c'était devenu presque des idoles du temps contemporain qui allaient régler tous les problèmes du monde. Le progrès va apporter le bonheur de tous les hommes, chose qui n'est plus tellement partagée de nos jours. Les hommes de gauche se disent volontiers progressistes, mais je note qu'on parle quand même très peu de la foi dans le progrès aujourd'hui. Ouais. C'est une formule qui peuvent encore arriver, mais typiquement, par exemple, à Bruxelles, il y a une rue du progrès. Au début du 19e siècle, il y avait des cafés du progrès. Ah oui, Et ça, d'accord. c'est totalement dépassé. On n'a plus cette foi-là. Et d'une certaine manière, nous nous réveillons à la fin du 20e siècle et début du 21e avec une certaine gueule de bois vis-à-vis de toutes les illusions du progrès. Après les deux guerres mondiales en Europe, après Hiroshima, après les catastrophes écologiques dont on parle depuis très longtemps, il y a maintenant un pessimisme ambiant qui fait que je ne suis pas sûr que la plupart des gens aujourd'hui ont la même confiance dans l'avenir que l'avaient nos ancêtres il y a un siècle. Je pense qu'il y a un siècle, vraiment, on avait cette idée, on n'arrête pas le progrès et c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, j'aurais presque tendance à penser que la plupart des gens lambda vont dire, bah oui, on n'arrête pas le progrès et on ne sait pas trop où on va. Ah, c'est pas fou. La prolifération des films catastrophes, des dystopies en tout genre. Il y a une angoisse qui traverse
toute la société, et de gauche à droite, pour le coup. Ouais. Vraiment une angoisse qui fait que ce terme de progrès, je pense que toi et moi, nous voulons le revaloriser en un sens. Il ne faut pas refuser le progrès technique, mais il doit être interrogé, il doit être réapproprié sous de nouveaux critères. C'est plus le Ouais. progrès global de l'humanité, mais plutôt le progrès de la civilisation dans un certain domaine, notamment le domaine technique, pour ne pas être déclassé, ce genre de choses. Je pense que le terme de progrès doit être utilisé avec plus de nuances qu'autrefois. Ouais, mais tu as totalement raison. Et d'ailleurs, c'est. Bon, peut-être qu'on s'égare un peu, mais pas tant que ça au fond. Je pense que tu touches quelque chose de très important quand tu parles de l'angoisse par rapport à l'avenir. Je pense que cette angoisse qui est diffuse et qui est créée effectivement en partie d'ailleurs artificiellement par les films catastrophes et compagnie, les séries Walking Dead et j'en passe et des meilleurs, euh, elle est aussi, cette angoisse, elle est aussi une des raisons de pourquoi nous questionnons, nous, sur la modernité, la décroissance et compagnie. Parce qu'on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien dans notre modèle, ça c'est évident pour plein de raisons. Et pour le coup, le bouquin de Benoît sur cette question-là montre les limites du monde de notre société avec acuité. Enfin, c'est un boulot, c'est évident qu'il y a des grosses limites. Mais on sent bien que ça va peut-être bientôt être la fin de la fête. Et là, on est en train de se dire, mais attends, mais concrètement, ça veut dire que là, on va arriver où? Parce qu'en fait, alors, c'est bien beau de vendre la tradition, le retour à une économie plus saine, moins débridée, le retour à l'entraide dans les communautés et compagnie. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, moi, pourquoi je suis en train de me prendre le cerveau depuis un moment, c'est que je suis à peu près certain que la modernité est entraînée mécaniquement par le progrès technique. Enfin, ce monde moderne, cette Europe, cet Occident moderne est entraîné par le progrès technique. Et avec les mots que la droite pointe avec justesse aussi, c'est-à-dire que la décadence, le cosmopolitisme, les dégénérescences en tout genre. Égalitaire aussi. Oui, C'est le problème de la société occidentale. tout à fait, complètement. Enfin, toutes ces maladies-là, avec l'égalitarisme en tête de pont, effectivement, vont avec la modernité, vont avec ce monde actuel. Mais si on décide de se dire c'était mieux avant ou ça serait mieux autrement, ou si il faut un retour à un monde moins individualiste, plus communautaire, charnel, etc. Bon, bref. En fait, on n'a qu'une manière de s'en sortir. Puisque, pour moi, et je pense que c'est une réalité, puisque ces mots sont venus avec le progrès technique, dans ce cas-là, si on ne veut plus de ces mots et qu'en plus on ne veut pas la modernité parce qu'on s'est enfermé dans une posture morale de traditionnaliste, etc., de sagesse des anciens et compagnie, dans ce cas-là, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est celle-là, c'est la décroissance, et la décroissance violente. Et le problème, c'est que personne ne veut de ça. Y compris, et c'est pas du tout pour attaquer de Benoît, vraiment pas, parce que là, je répète, c'est le livre que j'ai sous la main, mais tous les gens qui écrivent des bouquins sur la décroissance, que ce soit l'extrême gauche ou autre, etc., ne veulent pas, au fond d'eux-mêmes, ou s'ils étaient confrontés au truc, s'ils le voulaient, là, du plus profond de leur être, le jour où ils sont confrontés à ça, le jour où il faut retourner au champ, parce qu'il n'y a plus de tracteurs, et qu'il faut nourrir les gamins, plus personne ne veut de ça. Et c'est un exemple caricatural, mais il n'y a pas que ça. On perdrait une dose de confort énorme. Et je parle même pas de la volonté un peu prométhéenne, avec tous les défauts que ça a, bien sûr, quand on connaît le mythe, mais de l'homme d'acquérir l'immortalité d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, après, moi, je sais pas si c'est un horizon qui me plaît, honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que si on refuse la modernité et qu'on veut combattre sa décadence, on retourne à autant d'avant, ou en tout cas, on va vers une société ultra décroissante. Alors que il y a une autre option qui est peut-être pas aisée, qui est peut-être même impossible, j'en sais rien, mais c'est de se dire on accepte la modernité parce qu'elle est inéluctable et parce qu'elle a aussi des bons côtés. Bah oui, il faut l'admettre. Hein. Là, on est mieux aujourd'hui qu'avant. Et par contre, on essaye de changer tout ça de l'intérieur.
Et ça, c'est le gros combat. C'est, à mon avis, la grosse révolution qui peut-être agitera la droite dans les années à venir. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Mais je suis entièrement d'accord. Si on prend la décroissance, toutes les critiques faites par des penseurs décroissants ne sont pas du tout inintéressantes. Il y a beaucoup de choses Oui, beaucoup de mots pointés qui ont vraiment une très grande valeur. bien sûr. Mais la décroissance comme projet politique global, comme projet de société, pour le coup, je n'y crois pas. Et je n'y crois pas pour deux raisons. La première, tu l'as dit, c'est que personne n'en veut. Donc ça ne séduira personne. Personne n'ira vers la décroissance de façon volontaire. Ça, c'est exclu d'avance. Euh, et la seconde, c'est que il faudrait, pour que ça marche, que toutes les sociétés de la planète, d'un commun accord, acceptent de décroître. Or, il est déjà très difficile de se mettre d'accord sur des questions très simples aujourd'hui. Alors, sur un tel sujet, qui convaincra la Chine, la Russie, le Brésil de décroître avec nous? Ça nous mettrait simplement en position de faiblesse vis-à-vis d'eux. Ouais. Donc, Après, ça n'a pas de sens. Le seul scénario dans lequel j'envisage une décroissance globale, ce serait un scénario catastrophe, digne des films dystopiques dont on a parlé, ou qui et se qu'on ne voit quand peut même pas assez peu. souhaiter. Et qu'on ne Et qu'on peut ne peut pas pas souhaiter, souhaiter. non? C'est impossible. On Bien peut le sûr. mettre dans un éventail politique d'hypothèses, de solutions, d'événements qui arriveraient, mais Mhm. on ne peut pas arriver avec un projet politique qui consiste à effondrer le niveau de vie des Français et des Européens et du monde. Ça n'a pas de sens. Et du coup, je pense qu'il ne nous reste qu'une seule possibilité, c'est chevaucher le tigre d'une certaine manière. C'est comme tu l'as dit, c'est accepter ce progrès technique et pas uniquement l'accepter, je dis ça avec un air sombre et morne. Il y a en effet énormément de bonnes choses avec le progrès technique. Je prends un exemple tout bête, mais si on compare avec le Moyen Âge, Thomas d'Aquin devait parfois parcourir des centaines de kilomètres pour trouver un parchemin, un manuscrit de l'autre côté de la ville. Je crois qu'une fois, un jour, il arrive à Paris et son compagnon de voyage dit: Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que cette ville est belle. Et il lui dit: Je préférais voir le parchemin de Saint-Jean Chrysostome déjà dans ma bibliothèque que d'admirer cette ville. Bon, ben, nous, aujourd'hui, moi, dans mon cas, j'ai accès à la quasi-entièreté du patrimoine intellectuel européen sur Internet. Je peux le découvrir en quelques clics. Alors, il est vrai que l'abondance, la surabondance a parfois quelque chose d'effrayant, mais peut-on vraiment se plaindre de cette richesse intellectuelle, de cette accessibilité Ouais. de tout notre patrimoine? Donc, je pense qu'il Mais faut, attends, plus prosaïquement, moi je vois le confort. bien sûr, dès que je On a parlais de ça, oui. ouais, on a beau jouer les durs, les Européens qui se confrontent à la nature. C'est sympa de faire une rando de temps en temps à la dure, justement, la belle Évidemment. étoile et compagnie. C'est bien d'être toujours un peu viril. Mais Mhm. passer l'hiver au chaud, c'est quand même plus sympa que de se les geler, quoi. Donc, bon. Évidemment. Et du coup, je pense que ce soit possible ou non, il faut faire ce pari que c'est la seule voie qui nous est offerte, c'est de réorienter ce progrès technique vers un but élevé pour notre civilisation, vers un progrès. En fait, est-ce que le progrès technique doit uniquement servir à l'homme médiocre, c'est-à-dire à l'individualisme dans ce qu'il a de moins intéressant, se faire greffer un vagin artificiel ou ce genre de choses, ou est-ce que c'est le progrès technique pour conquérir l'espace, pour découvrir les secrets de l'univers d'un point de vue scientifique, pour améliorer la condition de notre vie, ce genre de choses. Je pense que c'est ce genre de questions qu'il faut poser, c'est vraiment orienter le progrès technique vers un but Ok. qui soit adapté à notre civilisation. Je suis totalement d'accord avec quand même une nuance à ce qu'on dit tous les deux pour éviter d'être caricaturaux. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, on répète, on tâtonne, on se trompe sans doute. Mais il faut, à mon avis, penser cette question. Euh, il y a aussi une décroissance qui peut être faite, réalisée de manière presque indolore. Il y a aujourd'hui, sans doute, sur notre consommation, je dis un chiffre pas, pas précis du tout, mais on doit avoir grosso modo 20% de notre consommation qui doit pouvoir s'effacer sans douleur pour nous. Bien Donc, sûr, la question écologique est une vraie question. Il ne faut oui, pas oui, l'écarter du revers de la main, comme le font, hélas, de trop nombreuses personnes à droite, par pur réflexe anti-système.
On en parlera sûrement un peu plus loin, mais je pense que la plupart des gens dits de droite sont simplement anti-système et donc ils prennent le contre-pied du discours ambiant. Je pense que c'est assez malheureux. Et en effet, il y a une décroissance envisageable de certains comportements individuels, d'un Oui. certain mode de consommation. J'ai fait Et une qui sont émission sur d'ailleurs. mon espace privé avec Guillaume Travers sur la question écologique, sur certaines questions, par exemple la gestion des déchets qui est catastrophique. Il y a un Ouais. marché des déchets entre les divers pays. Bon, ça nous entraînerait assez loin, mais en effet, il y a quand même des choses à repenser. Il faut maîtriser ce développement technique et consumériste qui, de lui-même, s'il est simplement en marche, mais sans connaître la destination, eh bien là réside le problème en fait. Non, non, tu as tout à fait raison. Et il y a des exemples européens qui existent et qui sont pas mauvais. Je pense aux pays du Nord notamment, ou même plus près de nous, aux Pays-Bas, où il y a quand même qui, eux, pour le coup, utilisent la technique vraiment de la manière la plus existentielle possible, puisque bon, bah, ça leur permet de se protéger des eaux, mais en plus, ils ont une conscience écologique qui est importante et ils arrivent à avoir des comment dire, ouais, une modernité qui est peut-être déjà moins dans le gaspillage. Et c'est aussi ça vers quoi il faut tendre. Mais ce qui est important dans notre discussion, c'est que, en gros, la posture d'admiration des anciens, elle a des bons côtés. Et là, évidemment, on doit s'inspirer toujours de cette sagesse des anciens et compagnie. Mais ça ne sert à rien d'idéaliser tout ça, sachant que de toute manière, l'inéluctabilité de la, alors j'allais dire de la marche du monde, mais c'est pas ça. Mais l'inéluctabilité des conséquences du progrès technique phénoménal que nous vivons depuis 70 ans, euh, balayerait n'importe quelle limite imposée par la sagesse des anciens. Donc on doit être un peu intelligent, on doit être capable de se dire ne repoussons pas la modernité. De toute manière, c'est impossible. De toute manière, on ne peut pas proposer d'alternative crédible. Ce que tu as donné d'ailleurs sur le côté géopolitique, c'est un argument massu. Hein. On peut pas décroître alors que les autres continueraient à être gros. Ça serait se mettre en position de vassalité. D'ailleurs, c'est toute la difficulté de la question écologique, c'est que globalement, c'est l'Europe qui demande au monde de respecter un peu plus l'écologie, et les pays du tiers-monde ou les pays dits en voie de développement disent c'est bien gentil, mais nous, on veut notre part du gâteau dans le développement technique, vous en avez profité, on va en profiter nous aussi. Donc, Ouais. évidemment, ce n'est pas une alternative politique viable. Là, par contre, je reviendrai quand même, je nuancerai peut-être un de nos propos, c'est que l'admiration des anciens a quand même sa valeur et sa vertu en ceci que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une illusion dans la foi du progrès, en pensant que le progrès allait apporter le bonheur. Oui, ok. Ok. Que notre vie soit plus confortable aujourd'hui, c'est indéniable, que ça a son lot d'avantages, c'est aussi indéniable, et qu'on n'ait pas envie de revenir en arrière, ça l'est tout autant. C'est pas pour autant que nous sommes forcément heureux aujourd'hui, Ouais. que le progrès technique rend rend les peuples heureux. Et donc, à cet égard, la philosophie des anciens Grecs, des anciens du Moyen Âge, eh bien, ces gens-là se posaient des questions existentielles qui auront cours pour toute la Oui. durée de la vie de l'humanité. Donc, on peut se ressourcer euh, à leur philosophie. Tu as cité Dominique Vénère au début. Il pointait quand même la perte du sens tragique dans Ouais. le monde moderne. Ouais. Mais pour le coup, oui, je pense que Ouais. alors c'était peut-être inéluctable dans les lancements de la modernité, mais maintenant, après plusieurs échecs, après plusieurs désillusions, eh bien, on peut retrouver cette sagesse tragique, cette sagesse ancienne. Non, je suis tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs quelque chose que je dis beaucoup en ce moment et qui est peut-être, je ne le cache pas, hein, qui est peut-être une manière de m'auto-persuader. C'est un peu la méthode Coué, peut-être, j'en sais rien, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais je pense quand même qu'il y a des signes que cette énorme société du gaspillage et de l'ubris et des excès en tout genre, y compris les plus néfastes, chose qu'on n'écarte pas du tout du revers de la main, loin de là, euh, cette société, c'était finalement des enfants qui découvraient l'opulence, des adolescents. Aujourd'hui, notre objectif à nous, ça doit être de faire rentrer les Européens dans l'âge adulte par rapport à ce progrès technique et à cette abondance. Euh, et puis, par contre, tu as soulevé quelque chose qui était pour le coup un énorme problème. Il faut aussi faire rentrer les autres. Parce que les Européens,
honnêtement, je pense qu'on peut y arriver. Là, pour le coup, c'est pas complètement délirant. Après, bon, pour que les autres le fassent, les Asiatiques, pourquoi pas, mais il va y avoir du monde à convaincre. Ça va être plus compliqué quand même. Hein, mais C'est un autre sujet, ça. ouais, c'est un autre sujet. Bon, vas-y. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur de cette question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelques éléments? Oh, bah, je pense qu'on pourrait continuer sur cette conversation pendant toute l'émission, mais simplement le temps tourne, donc je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Et en plus, je pense que le sujet suivant est quand même lié à cette Ouais. question du progrès, donc on peut y revenir. Ok, complètement. Bah écoute, on passe donc à la deuxième partie, donc Europe ou Occident. Alors c'est un gros débat qui pourrait se limiter à la géopolitique, mais qui en réalité va plus loin, je le pense, et je pense que toi aussi, puisqu'il y a une partie de civilisation, il y a une partie d'identité, il y a une partie de biologie, il y a une partie de culture, de langue même aussi peut-être. Bref, c'est un débat qui est très vieux à droite, qui avait été résolu par toute une partie de la nouvelle droite dans les années 70, si je ne m'abuse, avec des parutions que j'ai lues pour préparer cette émission sur l'Occident vu comme mal absolu pour faire très simple, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et le monde anglo-saxon. Mhm. Là encore, pour faire très simple, les puristes me pardonneront. Et donc, en fait, en réfléchissant à tout ça, donc moi, je suis sur une grosse remise en question de tout ça également. On va le découvrir tout de suite. Donc, un peu, ça a dynamité un peu tout ça. Mais en préparant cette émission, j'ai échangé avec beaucoup de personnes à propos de ma vidéo sur la Russie et l'Ukraine, où je parlais beaucoup d'Occident. Alors, un peu bêtement, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours employé le terme européen pour dire Occident, parce que j'aimais pas le terme Occident. Je le trouve pas beau. Et je trouve que Europe, c'est un mot poétique. Donc, j'aime bien utiliser Europe pour Occident. Mais là, vu que Vladimir Poutine parlait d'Occident, que c'était un thème qui permettait de mettre les Américains dedans plus facilement aux yeux du grand public, j'employais ce terme-là. Bref. Et donc, la première question, bah, c'est quelle définition entre de l'Europe, de l'Occident? Alors, sachant que l'Europe, j'ai découvert donc, en préparant cette émission et en échangeant avec des personnes que j'estime, que je salue s'ils regardent cette vidéo, qu'il y avait une grande cassure au sein de la droite à propos des anglo-saxons. Certains à droite, parmi les intellectuels les plus influents, je pense, peut-être pas en bloc et peut-être avec des nuances bien sûr, mais considèrent que les anglo-saxons, donc les Américains, les Australiens et même les Anglais ne seraient pas européens. Alors là, c'est une affirmation qui moi, me paraît étonnante. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les Anglais ne sont pas européens? Bon, les Anglais ne sont pas européens. La question des Américains est plus complexe, on en parlera après. Celle des Anglais, dire que les Anglais ne sont pas européens, ça me paraît complètement farfelu, si je puis dire les choses telles que je le pense. La culture anglaise est évidemment une des plus grandes cultures historiques de l'Europe. Nous sommes tous influencés par Shakespeare. De Shakespeare à Tolkien, l'Angleterre fait partie du cœur de la civilisation européenne. Donc ça, évidemment, pour moi, ça ne fait même pas débat, la question de l'européanité de l'Angleterre. Cette hostilité au monde anglo-saxon en général, pour le coup, je pense, est double. À la fois, il y a cette question de la civilisation européenne opposée à l'Occident, Ouais. et il y a aussi une vieille tradition française, tout simplement, d'hostilité envers l'ennemi anglais, qui était très fort dans le courant de la droite, et même de la droite nationaliste, Oui, traditionnelle d'avant-guerre, et bien qui sûr. a passé dans la nouvelle droite européaniste. Là, pour Oui, le coup, bien il y a sûr. Alors, une confrontation de droite. je me permets de préciser parce que tout à fait raison. Nous, on a des références qui sont plus nouvelle droite intellectuellement. Et donc, on pourrait Oui, avoir mais l'impression qu'on tape la plus droite dessus, mais en fait, mauricienne, non. Enfin, la droite voilà, mauricienne, c'est aussi anti-anglaise, la perfide oui. Albion. C'est quelque chose de très répandu même dans Mais l'imaginaire alors, français. ceci étant dit, c'est l'opposition à l'Angleterre comme appartenant même à l'Europe,
mais qui a cours donc dans toute une partie de la droite de manière très transversale, elle est quand même basée sur, moi, ce que je considère comme des concepts datés et dont il faut parler, à mon avis, c'est-à-dire la thalassocratie contre la tellurocratie. Donc, ce sont les grands modèles. Alors, moi, honnêtement, je suis peut-être pas assez intello, mais alors les délires, c'est ce que j'appelle les délires. Voilà, après, on en parle, bon, je le dis respectueusement, mais le dire la thalassocratie, c'est la mer et la mer, c'est le liquide et compagnie. Bon, je trouve que c'est vraiment très tiré par les cheveux. Je comprends qu'effectivement, géostratégiquement, quand on est entouré de mer, on a une civilisation qui est plus portée vers le commerce international et même les conquêtes maritimes et tout. Ok, je comprends l'idée. Je comprends que cette opposition ait pu avoir une réalité à un moment donné historique et avoir une pertinence certaine, j'en doute pas. L'opposition, donc thalassocratie, c'est-à-dire, pour faire simple, pays maritime, voilà, pouvoir de la mer, et tellurocratie plutôt de la terre. Mais aujourd'hui, justement, alors que le progrès technique a tout emporté sur son passage et qu'on a une reconfiguration totale du monde à plein d'égards, je trouve déjà que ça n'a pas de sens de considérer l'Angleterre comme ennemi, et surtout qu'effectivement, ça se base aussi sur, parce que j'ai eu cette discussion-là, sur le fait que l'Angleterre, comme tu as dit, c'était l'ennemi mortel de la France pendant effectivement pas mal de temps. Mais bon, c'est peut-être pas un bon argument. On peut dire la même chose de l'Allemagne. Hein. Enfin, mais oui. Bon, pour la question de la thalassocratie et de la tellurocratie, je dirais que ce sont des concepts qui ont une pertinence relative quand on parle du domaine militaire, tout simplement, si on veut caractériser une nation par rapport à l'autre. L'Allemagne, enfin, très classiquement, l'Allemagne bismarckienne est une tellurocratie, c'est-à-dire une puissance continentale, alors que l'Angleterre de la même époque était une puissance maritime. Bon, ça, ce sont des concepts qui peuvent bien marcher d'un point de vue descriptif. Mais l'Angleterre n'était pas la seule thalassocratie et elle s'est battue avec l'Espagne à l'époque des grandes découvertes. L'Espagne était une thalassocratie également et un pays tout aussi traditionnel, la très catholique Espagne. Bon, ça n'entre quand même pas en contradiction. Et peut-être que la France, à cet égard, à l'époque moderne, mais c'est un débat qui nous entraînerait assez loin, a peut-être perdu sa vocation en étant un pied dans la thalassocratie et un pied dans la tellurocratie. Elle n'a pas choisi sa voie. Elle était un peu entre les deux, donc elle s'est fait dépasser par l'Allemagne et par l'Angleterre. Bon. Donc ça, pour décrire cette situation, tellurocratie, thalassocratie me semble des concepts quand même intéressants. Après, comme tu dis, cette analogie entre le pouvoir de la mer et donc le monde liquide, le monde de l'antitradition, et là, pour le coup, je pense en effet que ce sont des transpositions qui ne sont pas valides. Oui, qu'est-ce qui permet de faire ces transitions en quoi l'Amérique, par rapport à sa tradition protestante évangélique, est moins traditionnelle en tant que thalassocratie que l'Allemagne moderne tellurocratique. Ce sont des comparaisons. Là encore, on est sur une analyse qui, je trouve, n'a pas de sens aujourd'hui. C'est pour ça que je dis le progrès technique emporte tout. Pour moi, ce sont des concepts datés et de toute manière, justifierait-il qu'on exclue l'Angleterre de l'identité européenne, enfin de l'appartenance à l'Europe? Ça ne le veut pas. Et comme tu as dit, tu as cité l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, on s'est battu quand même de manière extrêmement sévère contre l'Allemagne. Et je rappelle d'ailleurs que les États-Unis sont vus comme le mal absolu par beaucoup de gens à droite parce qu'ils sont en guerre économique contre nous, ce qui est une réalité absolue, une guerre violente, alors là, c'est évident. Mais l'Allemagne aussi est en guerre économique contre nous. Et on nous le dit régulièrement aussi en disant les Allemands, avec l'euro qui est fait pour eux, ils nous empêchent de nous développer comme on veut. Le côté aussi économique, espionnage économique existe. Et je veux dire, on leur nie pas, alors qu'on est en affrontement économique contre eux aujourd'hui, alors dans une moindre mesure qu'avec les États-Unis, j'en conviens, mais on leur nie pas l'européanité. Donc, enlever les. Alors, je parle même pas des États-Unis là, mais ce que je veux dire, c'est enlever l'Angleterre au nom d'affrontements passés et d'une catégorisation datée, alors qu'il y a tellement à voir avec l'Angleterre. Là, j'avoue que je tombe des nues aussi. C'est étonnant. Totalement d'accord. Mais alors, justement, pour revenir sur cet anti-occidentalisme qui est prégnant à droite, j'ai fait une vidéo sur le sujet à partir d'un petit ouvrage de Guillaume Fay, écrit dans les années 80, je pense, début des années 80, qui s'appelle L'Occident comme déclin.
Ouais. Et justement, je voudrais partir de cette vidéo, de ce texte, pour amorcer cette conversation. À mon sens, il y a, en fait, ce que Guillaume, je vais résumer les choses très, très rapidement, pour résumer le propos de Guillaume Fay de façon très, très, très simple. Guillaume Fay voyait dans l'Occident, à cette époque, parce que Guillaume Fay a changé d'avis depuis, enfin, avait changé d'avis par la suite, Guillaume Fay voyait dans l'Occident, au fond, un système perdant de plus en plus sa spécificité géographique, s'étendant au monde entier comme une espèce de force uniformisante qui aurait qui serait moins de l'ordre de l'appartenance que de la qualification. Par exemple, on pourrait dire qu'un Indien moderne serait occidental, et donc du coup, ça ne serait plus lié à une civilisation donnée, mais plutôt à une sorte de système monde. Et évidemment, c'était l'Occident comme porteur de cette idéologie de la fin de l'histoire, l'Occident comme porteur de l'idéologie égalitariste, tout simplement, Ouais. qui est comme facteur de décadence, tout simplement. Bon, je vais résumer les choses vraiment à très, Mais très court. alors, pour préciser aussi à ceux qui nous écoutent, quand en fait, à droite, on parle de l'Occident, c'est Oui, comme si on disait États-Unis, hein. C'est exactement la même chose. Qu'on ne parle pas des Australiens, en fait, en réalité, qui sont assez insignifiants. On parle des États-Unis comme ennemi de l'Europe. oui, comme puissance absorbante qui empêche l'Europe d'être elle-même. Mhm. Alors, Guillaume Fay a évolué, et je pense que cette évolution est intéressante, justement, parce que au fond, je pense qu'il n'a pas renié ses idées de départ, en tout cas ses critiques de l'idéologie dominante en Occident, qui est une idéologie égalitaire. Ça, je pense que Guillaume Fay a toujours voulu une rupture avec cette idéologie. Néanmoins, avec l'évolution du monde, il a vu que il a plutôt adapté la notion de l'Occident comme une réalité civilisationnelle, désignée de plus en plus comme ennemie par d'autres civilisations, qui fait qu'il ne pouvait plus accepter cette critique de l'Occident en tant que telle sans risquer de sombrer dans le tiers-mondisme. Car Eh oui. évidemment, si on conserve une critique totalement anti-occidentale comme étant l'alpha et l'oméga de notre combat, eh bien, toute puissance qui en vient à critiquer l'Occident est de facto un allié. Et donc là, je pense qu'il y a eu une révolution intellectuelle chez lui, qui est une révolution qui est aussi la nôtre. Ouais. C'est-à-dire que l'anti-occidentalisme, en tout cas ce terme, si on vient à faire de l'anti-occidentalisme le fer de lance de notre combat, on doit s'allier avec toute puissance anti-occidentale. Et c'est là que je voudrais apporter une distinction qui, à mon sens, est capitale, c'est qu'il y a une différence entre la critique philosophique des tares de l'Occident, de l'idéologie qui est dominante en Occident, à l'intérieur de l'Occident, et une critique politique, voire une attaque politique de l'extérieur. Car si toi et moi, nous critiquons l'Occident moderne tel qu'il est, c'est dans la perspective de le réformer, c'est dans la perspective de défendre notre civilisation. Alors que quand l'État islamique est anti-occidental, ce n'est pas pour nous aider à être plus forts, à être plus sains, à être meilleurs. C'est au contraire dans la volonté de nous détruire. Ouais. Donc, et étant donné que nous sommes de toute façon désignés comme occidentaux par l'ensemble du monde, ça me paraît difficile de refuser ce qualificatif. Aussi, euh, plus j'y réfléchis, même si traditionnellement aussi, j'ai toujours préféré le terme Europe à Occident, et même quand bien même on valoriserait l'Occident, je pense qu'il faut maintenir que la source enfin, la source, la sève de l'Occident, c'est l'Europe, c'est de l'Europe Ouais. qui est la culture occidentale. Il m'est difficile en toute honnêteté de dire qu'il y a il y a une imperméabilité entre la culture américaine et la culture européenne. Il y a, à mon sens, une gradation. Si un Polonais et un Anglais font tous les deux partie de la civilisation occidentale, alors, alors qu'un Anglais est quand même plus proche d'un Américain, comment est-ce qu'on peut exclure l'Amérique de notre Ouais. civilisation? Il y a un continuum. Et l'Amérique a été bâtie. L'Amérique est un cas complexe. L'Amérique est en effet construite au départ par rejet de l'Europe, avec des colons qui sont partis là-bas, mais puis qui Enfin, rejettent c'est l'Europe. pas aussi clair que ça. Le rejet C'est de pas l'Europe, aussi clair, mais c'est- disons qu'il c'est- y a plutôt cette idée de terre promise, une idée messianique chez les protestants américains, chez un bon nombre de colons américains. Mais et attends, il y a aussi beaucoup de
de pauvreté. Hein. Enfin, je veux dire, Oui, et il y a bien sûr. aussi l'aventure. Il y a l'esprit d'aventure aussi. Il y a plusieurs choses. Il y a l'esprit d'aventure, il y a l'esprit pionnier, et il y a le fait de fuir les guerres de religion. Par exemple, tous les Allemands qui sont partis en Amérique parce qu'ils n'en pouvaient plus des guerres de religion sur le sol européen, et c'est pour ça que la tolérance était inscrite dans le fondement de la Constitution américaine. Mais ce sont des peuples européens qui sont venus avec cette culture protestante en majorité, catholique de l'autre. Donc, c'est d'une certaine manière une excroissance de l'Europe outre-mer. Après, Ouais, je le suis fait de d'accord. dire que nous faisons partie de la même civilisation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rivalité entre nous. Euh, Nous pouvons avoir des combats communs, et je pense que l'époque contemporaine est une époque dominée par la question de l'identité, et à cet égard, les Européens partagent les mêmes combats que les Américains. Mais d'un point de vue géopolitique, géostratégique, nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts, ne fût-ce qu'ils Ah, sont sur un continent différent. Donc ça, pour le coup, si je évidemment, il peut puis y avoir une rivalité. si je puis me permettre, deux choses très intéressantes là-dedans, c'est qu'effectivement, difficile de dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont des alliés géopolitiques. Alors, ce ne sont pas des ennemis non plus. Il ne faut pas délirer non plus. C'est-à-dire, Ce sont des rivaux, à mon sens, des rivaux au sein d'un même espace. La différence entre un ennemi et un rival, c'est que l'ennemi, il veut votre destruction. voilà. Il veut détruire la culture de l'autre. Très honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse dire que les Américains veulent détruire la culture européenne. Ils veulent que Et, l'Europe soit je n'ai pas le terme vassal non plus, mais soit inférieure, simplement pour que ce soit eux qui dominent et non pas des Allemands, des Français, des Anglais. et d'ailleurs, ça, alors il y a deux choses. Premièrement, c'est une conséquence aussi, comment dire, les États-Unis qui dominent le globe et l'Europe, c'est aussi une conséquence du progrès technique, puisque aux États-Unis, il y a une énorme place qui est accordée à l'innovation pour plein de raisons, et qui a d'ailleurs détrôné l'Europe, que ce soit par la fuite des cerveaux, par l'appât du gain, le système des brevets, enfin, il y a plein de raisons différentes. Ils ont récupéré aussi toute une partie des cerveaux allemands de la guerre. Bon, passons. Et aussi, c'est très important, et les Américains sont la première puissance du monde, et ça, je le dis, parce que c'est le pays où il y a le plus d'Européens unis. C'est-à-dire que dans un seul pays, alors il y a des disparités entre États et compagnie, mais vous avez un État fédéral qui unit près de 300 millions d'Américains. Si mes calculs sont bons, c'est peut-être un peu moins, je ne sais plus si c'est 170 millions ou 270, enfin ça n'importe pas. Plus ou moins la même Si chose. les États-Unis sont la première puissance du monde, bah, c'est aussi parce que c'est là où il y a le plus d'Européens. Voilà. Donc, bon. Et puis aussi, pour finir là-dessus, pourquoi il y a la puissance américaine et pourquoi elle s'impose, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer se faire imposer l'américanisation. Ça, attention, c'est pas ça le sujet. Là, je parle juste de faits quasiment mécaniques, parce que c'est un peu ça ma vision des choses en ce moment. Ça peut donc se discuter. Mais il y a aussi le fait qu'on parle de l'hyperpuissance américaine, enfin de l'empire américain, alors que c'est une hyperpuissance et pas un empire. Très important, la nuance est quand même fondamentale. L'hyperpuissance américaine, si on avait à notre disposition les mêmes réserves et les mêmes outils de puissance, mais on ferait exactement la même chose. Et les Russes feraient la même chose au carré. Je veux dire, il y a un moment, on peut pas être on peut pas se palucher sur des slogans type Vae Victis et compagnie pour ensuite ne pas. Alors, ça veut pas dire accepter et aimer cette situation, mais je veux dire, il n'y a pas de perversité particulière chez les Américains. C'est juste une loi de l'histoire. Ils ont l'histoire avec eux. Ils ont pris, bon, bah, ils ont eu de la chance. Ils ont bien manœuvré quand il fallait. Ils ont eu des opportunités. Voilà. Ils ont simplement gagné la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale c'est terminé sur la victoire de l'Amérique, la victoire de la Russie aussi dans une autre mesure, et sur une Europe coupée en deux. Il est évident que ils ont remporté la Manche. Et ensuite, ils ont remporté la Manche contre l'URSS. Bon, ben, Ouais. ce n'est Et pas même d'ailleurs, voilà. j'ai vu un élément très intéressant sur la victoire de l'URSS qui était permise par la logistique américaine, qui en termes de nourriture et de matières premières et de logistique avait apporté énormément à l'URSS au point que des spécialistes considéraient, alors je n'ai pas creusé la question, mais que sans les États-Unis, il n'y aurait pas eu de victoire de l'URSS en Allemagne. Donc bon, en tout cas, ce qui est certain avec tout ce qu'on a dit, c'est que, et là encore, il s'agit de questionner et pas d'affirmer, mais il y a quelque chose dans le rejet que je considère
quelque peu pavlovien, je suis désolé de le dire, des États-Unis. Un rejet compréhensible parce que les élites américaines sont particulièrement dégénérées, que le peuple américain, à certains égards, il faut bien l'admettre aussi, bon, et pas glorieux, pour plein de raisons, et notamment parce que c'est une société qui, à l'inverse de l'Europe, qui est une civilisation vernaculaire, une société vernaculaire qui s'est construite sur des siècles et des siècles et des siècles. Les États-Unis, c'est une société artificielle par essence. Ils ont tout fait en 200 ans. Donc, bon. Mais nous, quand dans notre camp, on critique l'Occident et donc les États-Unis, il y a quelque chose qui me rappelle ce ressentiment qu'ont les souverainistes de droite envers l'Union européenne. C'est-à-dire, oui, mais l'UE est responsable de ça et ça, l'immigration en France et compagnie. Mais non, si on enlève l'UE demain, il y a toujours autant d'immigrés qui rentrent en France sous Macron et sous les gouvernements nationaux. Il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre du ressentiment contre le puissant, du ressentiment contre le puissant et le lointain, mais qui est parfois un fantasme. Et puis aussi, je dirais une chose pour conclure sur cette question de l'Union européenne, parce que je trouve que le rapprochement est intéressant, même s'il n'est pas parfait, c'est que l'Union européenne, les souverainistes la critiquent, les souverainistes de droite, sauf que le jour où l'Union européenne bascule à droite, avec le réveil des peuples qu'on peut peut-être espérer à droite, à gauche et compagnie, bon, enfin surtout à droite, ce moment-là, l'Union européenne sera une alliée contre notre nation décadente. Évidemment. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Et pareil, si jamais un jour, les États-Unis, mettons, bon, c'est pas du tout un espoir que j'ai pour plein de raisons, mais mettons que Trump revienne et se transforme soudain en héros. Alors déjà, géopolitiquement, ça serait déjà une victoire, quoi qu'il arrive, ça c'est certain, mais il se transforme en héros de l'Europe et compagnie. Bon, ça serait une très bonne chose. Je veux dire, ne soyons pas incapables de questionner cet anti-occidentalisme et cet anti-américanisme qui accourt chez nous pour de bonnes raisons, en partie bien sûr, mais pour de mauvaises aussi. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un certain pragmatisme à avoir. Il ne faut pas essentialiser les Américains. Enfin. Et aussi, ce qui me dérange, c'est le fait de chercher dans l'Amérique un bouc émissaire de tous les maux de l'Europe. L'Amérique a ses torts, a ses travers, tu as entièrement raison. Mais bon, on peut parler de l'idéologie Netflix qui est égalitaire, c'est vrai, mais les téléfilms français sont-ils moins égalitaires? Les universités. Attends, et je t'arrête Antoine, mais le serait-il en l'absence des États-Unis? Mais il le serait aussi également. Il le serait également. Ah oui. Les universités américaines woke, on en parle beaucoup depuis quelques temps, et c'est une réalité, et ça nous revient de notre côté du continent. Mais enfin, nous n'avons pas besoin des Américains pour être de gauche en Europe, et même ces théories woke viennent au fond de la France, viennent d'abord de la France, de la French Theory, des Derrida, des Deleuze, Foucault et compagnie, de cette imprégnation marxiste dans l'Occident, car il y a une influence du marxisme, on appelle ça le marxisme culturel, c'est pas un terme très précis, mais il y a une imprégnation marxiste dans la société occidentale pendant la guerre froide. Bon, le marxisme ne vient pas des États-Unis, le marxisme vient plutôt de l'Est et vient de chez nous. On avait des intellectuels marxistes français, belges, anglais, etc. Donc, je pense qu'il y a une façon vraiment de jeter tout le monde sur l'Amérique ou sur l'Union européenne, selon les sensibilités, généralement les deux à la fois. Non, mais tu prends l'exemple de l'Union européenne. Il y a des pays dans l'Union européenne qui sont tout à fait de droite, comme la Pologne et la Hongrie, qui arrivent simplement à maintenir une politique de droite par la volonté de leur peuple. Attends, je t'arrête. Même l'Italie. L'Italie ou la Croatie, enfin voilà. La Suède aussi. Ouais. Et il en va de même pour le. Bon, la Pologne est extrêmement américanophile. Alors, ça a du bon et du mauvais, mais la Pologne est dans l'OTAN et l'Irlande n'est pas dans l'OTAN. Bon, entre les deux, je pense que l'Irlande est plus gauchiste que la Pologne. Ouais. Pourtant, il y a une influence américaine en Pologne. Bon, je pense que tout ça sont des formules incantatoires, en fait. À chaque fois, c'est la faute des Américains, c'est la faute de l'Union européenne. Je ne dis pas évidemment que ces deux entités n'ont aucune influence dans le développement de nos sociétés, mais je pense que ce sont vraiment c'est brandi comme des formules magiques.
Non, mais je suis d'accord, et c'est des postures qu'il faut interroger, même si, on le répète, évidemment, notamment dans le cadre de la guerre économique, l'extraterritorialité du droit américain et compagnie, c'est des trucs complètement hallucinants et qui ne devraient pas exister. Ça, c'est d'une absolue clarté. Juste, ce que tu disais, c'est important sur le fait qu'on n'a pas besoin des universités woke américaines pour avoir des gauchistes chez nous. C'est tout à fait vrai. Et là encore, c'est pour la vision mécaniciste que je porte de plus en plus en ce moment. Je pense que là aussi, elle permet de mieux comprendre le monde. Typiquement, c'est pas parce qu'il y a des intellectuels gauchistes qui sont venus depuis les États-Unis qu'on a des intellectuels gauchistes afro, je sais pas quoi, en France. C'est que même si ça peut jouer, bien entendu, bon bref, à la marge. Mais là où il y a une masse critique d'extra-européens, il y a forcément quelque chose qui se sécrète, puisqu'il y a une partie d'entre eux qui accèdent à l'université, et de même, ils questionnent parce que l'identité, c'est la clé. Donc, ils questionnent leur identité, leur rapport à leur extra-européanité par rapport à la société, les questions du racisme systémique, etc. Tout ça vient mécaniquement. Et donc, il ne faut pas jeter effectivement l'opprobre sur les Américains pour quelque chose qui est peut-être arrivé en partie par leur faute à quelques égards, même si honnêtement, j'ai des doutes parce que on a des intellectuels chez nous qui sont cités en exemple par les Américains et qui vont aller répandre leurs idées encore plus merdiques chez eux. Bref. Oui, Donc, bon, une bonne partie de nos universitaires de gauche, je le sais, j'en ai fait les frais, elles sont anti-américains. Hein, comme l'anti-américanisme est très, très répandu à gauche aussi. ouais. Et surtout, les Américains, faut pas oublier. Alors là, ça fait un peu défense du truc, mais bon, tu vas aux États-Unis aujourd'hui, tu vas dans un petit village du Maine, de l'Idaho, je sais pas quoi. Désolé, mais tu vibres. Voilà, parce que tu te dis, je me sens pas totalement chez moi parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Mais tu sens que ça a été fait par des Européens. Enfin, faut arrêter sur comment s'appelle les frontons des bâtiments officiels. Ce sont des colonnes grecques. C'est pas voilà grec ou voilà, c'est pas des choses complètement c'est pas de l'art dégénéré quoi. Enfin, ça peut arriver malheureusement parce que là-bas aussi ils sont en proie au problème. Mais ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs Alain de Benoît le disait dans un de ses bouquins, je crois que c'est dans Mémoire vive, là, son entretien avec François Bousquet, je crois que c'est ça. Il parle justement des États-Unis en disant, mais en fait, moi j'aime beaucoup les États-Unis, j'y suis allé régulièrement et je continue à y aller, et j'aime beaucoup les Américains, on est bien. Mais en fait, on doit être capable de prendre ce qu'il y a de bon là-dedans, de se dire, ça fait partie de notre civilisation. Peut-être que ce sont des cousins éloignés, ok. Peut-être qu'ils sont un peu, c'est le côté de la famille qui est un peu m'as-tu vu, un peu dégénéré avec le petit-fils obèse et compagnie, ok. Mais force est de constater aussi, et là, franchement, ça serait complètement débile de le nier, que la vitalité européenne, la vitalité créatrice, elle se retrouve là-bas. Et je suis désolé, mais il ne faut pas avoir une mentalité. Alors là, je vais faire un peu le sarkozysme, mais j'en ai rien à foutre. Pas avoir une mentalité de perdant et se dire bon, ils nous ont tout piqué, puis en plus, ils salopent nos identités européennes, et puis en plus, ils nous volent nos innovations et compagnie. Je veux dire, avec tous les immenses défauts qu'il y a et qu'il faudrait foutre par-dessus bord, y a l'Europe qui est là-bas encore, je suis désolé. La NASA, je suis désolé, mais enfin, si c'est pas européen, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc, bref, il faut questionner ça. Tu as derrière toi avec une fusée marquant la continuité avec l'esprit européen. Bon, les premières fusées, le programme spatial américain est dans cette continuité-là. Oui, complètement. Et d'ailleurs, on rappelle que les États-Unis, ce ne sont pas du tout seulement des anglo-saxons. Il y a des Celtes et des Germains. Et pas qu'un peu. Donc, et des Américains du Nord, il y a même des Français aussi là-bas, que ce soit aux États-Unis ou même au Canada. Bref, en tout cas, il y a un sujet là-dedans. Et là, ça, c'est une vraie révolution. Je le répète, on est en questionnement, mais. Justement, à propos de questionnement, il y a quelque chose que tu as dit dans ta vidéo sur la droite doit arrêter d'être pro-russe. Je pense que c'était ça le titre de ta vidéo. Tu parlais d'une occidentalisation inévitable du monde. Oui. Alors, je suis d'accord, mais en partie. C'est-à-dire que si tu entends l'occidentalisation par modernisation, au sens où tu entendais modernisation, c'est-à-dire développement technique, et même adoption d'un bon nombre d'artifices occidentaux. Par artifice, je dis même le costume cravate, le fait de manger des hamburgers, etc.
là, je suis totalement d'accord, il y a une occidentalisation du monde et qui est, à mon sens, inévitable tant que les États-Unis ou l'Europe sera la puissance dominante. En revanche, là où j'ai quand même je mettrais quand même une différence, c'est qu'il y a, selon moi, des différences irréductibles entre les civilisations, qui est due à leur héritage biologique, culturel, historique, etc., qui fait que les peuples n'appréhendent pas et ne reçoivent pas le développement technique de la même façon. Ouais. Ce n'est pas parce que les Japonais s'habillent avec des costumes cravates, qui mangent à la rigueur des pizzas et des hamburgers, que ce sont des Occidentaux, que ce sont des Européens. Si on regarde le cinéma asiatique, on ne peut être que frappé par l'étrangeté que cela nous procure. Il y a un rapport au monde, je dis ça vraiment, c'est pas du tout négatif, mais il y a un rapport au monde, un rapport à la société qui est très différent du nôtre. Alors, on peut vraiment apprécier cette expérience différente quand on découvre le cinéma asiatique, mais force est de reconnaître qu'il y a une différence entre le cinéma asiatique et le cinéma occidental. Et pour le coup, par exemple, j'ai parlé des Lumières tout à l'heure. Je pense que c'était une des erreurs de la philosophie des Lumières, c'était que la philosophie des Lumières a postulé qu'il n'y avait qu'une seule civilisation mondiale. Et qu'au fond, cette civilisation était équivalente avec développement, développement de certains standards. Et à partir de cet étalon, il mesurait le degré de civilisation de tous les autres peuples. Or, je pense, là, pour le coup, qu'il y a des différences irréductibles entre les civilisations. Dans plusieurs de tes vidéos ou dans tes audios sur Telegram, tu reprenais la thèse de Fukuyama sur la fin de l'histoire, une pause de l'histoire, comme tu disais. Moi, je serais plutôt du côté de Samuel Huntington. C'est-à-dire que Fukuyama a raison, à mon sens, de dire que à notre époque, il y a une victoire écrasante du modèle idéologique de la démocratie libérale, au point que même les adversaires de la civilisation occidentale s'en réfèrent même pour nous critiquer. Quel pays ne se dit pas démocratique aujourd'hui, même quand ce sont des dictatures. En revanche, là où Huntington, à mon sens, a raison, c'est que Fukuyama prédisait la fin des conflits. Or, Huntington dit que c'est simplement la fin du conflit de nature idéologique. Nous étions dans un conflit idéologique entre le communisme et le libéralisme, ou le capitalisme. Et aujourd'hui, la question dominante, c'est la question de l'identité. Qui sommes-nous? Et donc, nous assistons à une nouvelle forme de conflit, qui est le conflit identitaire, qui surgit partout dans le monde. Ce que tu as dit à propos des universités, ce discours wokiste, eh c'est un questionnement identitaire de la part des extra-européens qui vivent sur notre sol. Le conflit russo-ukrainien, à mon sens, est un conflit identitaire avant même d'être un conflit géopolitique. Pour toute personne qui s'intéresse à la Russie, qui a vécu un peu en Russie, qui connaît les Russes ont toujours dit l'Ukraine, c'est la Russie. L'Ukraine leur apparaît comme une aberration historique qu'ils veulent corriger. Attends, quand tu regardes le discours, je le cite souvent, mais du 21 février 2022 de Vladimir Poutine, où il explique pourquoi il va y aller, il passe 20 minutes à t'expliquer que donner l'indépendance à l'Ukraine, c'était une erreur. Mais bon, ça a été fait. Mais bon, c'était quand même une erreur. Mais bon, ça a été fait. Mais bon, c'est quand même une erreur. Il passe vraiment 20 minutes à parler de ça, en fait. Donc, en fait, on se rend compte qu'il veut y aller pour la grande Russie, quoi, globalement. Hein. Globalement. Et la résistance des Ukrainiens est une résistance identitaire également. C'est-à-dire que l'Ukraine, d'ailleurs, Huntington le disait dans son livre que le cas de l'Ukraine était très problématique, parce que Huntington voyait la frontière de la civilisation occidentale en fait en plein milieu de l'Ukraine, en disant que l'Ukraine était partagée entre la civilisation russe et la civilisation occidentale. Et je pense que les Ukrainiens maintenant veulent adhérer en majorité à la civilisation occidentale et que s'il y avait des doutes et un questionnement identitaire partagé auparavant, maintenant ils sont soudés derrière cette appartenance à l'Occident. Complètement, et c'est marrant parce que j'avais ce bouquin entre les mains. Voilà, de Huntington, ce que tu m'as devancé, puisque c'est en feuilletant ce bouquin pour préparer cette émission que je me suis rendu compte, et tu l'as très bien dit, qu'il y avait une erreur justement dans ma vidéo, la confusion occidentalisation-modernisation, effectivement. Alors même si en fait les deux se confondent parce que la modernisation, vu que c'est l'occidentalisation par définition, quand les filles en Iran veulent enlever leur voile, c'est l'occidentalisation, mais c'est vrai que c'est avant tout de la modernisation, et je le répète, j'ai déjà dit, mais tu as raison, il faut que je le répète, cette occidentalisation ou cette modernisation, quel que soit le terme qu'on préfère,
euh, globalement, tout le monde ne peut pas y prétendre au même niveau. Voilà, et il y en a certains qui n'y arriveront jamais, même à 50%. Je pense aux Chinois, par exemple. Voilà, Tout à fait. Et justement, pour enfoncer les clous, uniformisation n'est pas union. Il y a une uniformisation du monde, c'est vrai, mais il n'y a pas une union des peuples différents. C'est pas parce que nous mangeons des pizzas et des sushis que nous sommes plus proches des Italiens et des Japonais. ouais. Je pense vraiment que il y a une erreur qui est au fond encore l'erreur du progrès, c'est de dire que le progrès technique va rapprocher tous les hommes. Mais c'est pas parce qu'on a tous un smartphone et qu'on peut potentiellement communiquer entre nous de Corée en Europe qu'on a une proximité culturelle, qu'une proximité culturelle s'établit nécessairement. Alors, franchement, j'ai un petit désaccord, mais qui justement va un peu contre nous sur les États-Unis. C'est-à-dire que je pense vraiment que la proximité géographique, c'est-à-dire le fait de réduire la distance entre Paris et Brest, entre Paris et Bordeaux et compagnie, fait qu'on a l'union nationale qui peut se créer plus facilement, le jacobinisme, la centralisation et compagnie. L'Europe qui s'est créée, c'est quand même. Alors, il y a Erasmus, quand même, faut pas le nier. Il y a aussi les voies de communication assez rapides. Hein. Aujourd'hui, tu fais Paris-Bruxelles en train, c'est quoi? C'est 1h30, je sais pas, enfin, un truc comme ça. Tu fais en avion, tu vas dans le nord en 2 heures, etc. Bon, tu crées une communauté par le progrès technique parce que c'est ce qui te permet de rapprocher les gens. Et donc, peut-être que. Alors, en plus, il ne faut pas souhaiter l'uniformisation du monde non plus, parce que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait reprocher là, à notre prise de position, c'est qu'elle ne prend pas en compte l'effet un peu rouleau compresseur du grand Nutella mondial, comme dirait Renaud Camus. Bon, c'est vrai que c'est une énorme critique. Après, malgré tout, les particularismes existent toujours aujourd'hui au sein de la civilisation européenne et on arrive à fonctionner. Voilà, donc il n'y a pas de drame particulier par rapport à ça, mais il faut bien le dire. Et puis une limite par rapport aux États-Unis comme partie intégrante de l'Europe, au même titre que d'autres pays, c'est quand même la grande distance géographique qui est un obstacle majeur. Je ne dirais pas que les États-Unis sont une partie de l'Europe. Je dirais que l'Europe et les États-Unis appartiennent à un même ensemble qu'on appelle l'Occident, Ouais. mais au sein de cet Occident, il y a quand même des distinctions, presque comme les poupées russes. L'Europe est dans l'Occident, l'Amérique l'est également, mais voilà, pour le moment, il y a encore quand même des fossés et des rivalités qu'il est difficile de Ouais. combler. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi cette question d'occidentalisation qui est inévitable parce qu'elle nous rappelle cette explication du progrès technique comme rouleau compresseur qui va au-delà des idéologies. Et donc, alors lui, ce qui est marrant, c'est Huntington, on est en 96 quand il publie son bouquin et il finit son passage sur l'Occident et la modernisation en écrivant le monde est en train de devenir plus moderne et moins occidental. C'est peut-être bon, je pense que c'est une erreur, honnêtement, parce qu'en réalité, je pense quand même que le modèle occidental est quand même moteur dans tout ça, dans l'imaginaire mondial. Honnêtement, je pense que ça joue énormément. Mais ce qui est certain, c'est que là encore, c'est une réalité qui doit nous faire changer d'avis sur la géopolitique, qui doit nous faire changer de vision. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple de l'Ukraine, je vais revenir dessus et je vais revenir sur l'Iran aussi, mais l'Ukraine, de même, avec bien entendu des manœuvres de l'OTAN, des services américains, voilà, les Ukrainiens d'eux-mêmes veulent rejoindre le monde occidental, veulent rejoindre l'Europe, ils veulent rejoindre l'Union européenne, tous les sondages d'opinion le montrent, ils veulent même rejoindre l'OTAN, majoritairement. Voilà. Alors, on peut se dire, c'est 55%, je crois, dans le dernier sondage. Donc, on peut se dire, bon, peut-être qu'il y a 10% qui viennent de manœuvres. Donc... Alors, l'OTAN, c'est plus particulier. C'est-à-dire, avant la guerre, avant 2014, les Ukrainiens n'étaient pas si demandeurs que ça pour l'OTAN. Ils avaient conscience que ça pourrait entraîner des problèmes avec leurs voisins russes. Évidemment, après la Crimée et surtout après l'invasion de 2022, enfin de cette année, il est évident que les Ukrainiens veulent tous rentrer dans l'OTAN. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, quand une société se développe et qu'elle a accès en plus à pouvoir regarder ce qu'est l'Occident et ce que pourrait être sa vie si elle le rejoignait, mais surtout quand elle se développe, qu'il y a une élite qui peut aller à l'université, enfin bref, qu'il y a tout qui prend son essor, l'occidentalisation est totalement naturelle pour tous les peuples européens. Après, on peut appeler ça modernisation pour les peuples extra-européens. Et pour l'Iran, c'est exactement la même chose. Je prends cet exemple-là parce que comme ça coupe l'herbe sous le pied aux types qui disent oui, mais tout ça, ce sont des manips des agents de la CIA et compagnie.
En Iran, il n'y a pas d'agent de la CIA. Enfin, je veux dire, les manips de la CIA, ça n'existe quasiment pas. Je veux dire, là-bas, c'est un terrain tellement hostile que les types se feraient pendre par les pieds s'ils étaient trouvés. Donc, c'est pas. Là, on est dans un truc spécifique. Et du coup, ça permet d'en finir avec cette espèce de ressentiment anti-européen ou anti-occidental dans lequel nous sommes, nous inclus par le tiers-monde. C'est pas ni exact ni sympa, mais on va dire par les extra-européens. Il y a un ressentiment énorme contre l'Occident, les États-Unis, mais aussi l'Europe. Et du coup, nous, par ce biais-là, on en vient à nier notre propre capacité d'attraction et notre propre excellence. Ouais. Mais non, mais en fait, tout le monde veut nous ressembler. C'est logique, c'est normal, il ne faut pas en avoir honte. Après, c'est pas possible pour plein de raisons, mais ne sombrons pas dans les travers un peu complotistes ou un peu à se dire oui, il y a des manips, ou le mode de vie traditionnel, on est en train la CIA est en train de détruire l'Iran traditionnel, magnifique, avec sa religion et compagnie. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, toi, tu voudrais pas vivre enfin, pas toi, Antoine, mais celui qui dit ça, il voudrait pas vivre en Iran. Il faut arrêter de fantasmer. Mais il faut garder l'idéal. Mais il faut arrêter de fantasmer sur les anciens. Et il faut arrêter de fantasmer sur le monde traditionnel aujourd'hui en se disant l'Occident, c'est le diable. Parce que ce soit en termes historiques, tu préfères vivre aujourd'hui que dans la Grèce ancienne, et en termes géographiques, tu préfères vivre en France, même avec tous les défauts que ça, qu'en Iran. Voilà, faut pas avoir honte de soi. Mais à propos de cette question que tu as dit, les Ukrainiens voulaient entrer d'eux-mêmes dans l'Occident, il y a ce pouvoir d'attraction. J'ai lu un texte récemment de Milan Kundera, qui était un écrivain tchèque, et qui a écrit je crois que c'était en 1983, je dois vérifier la date, un texte qui s'appelle L'Occident kidnappé. Et le texte est très intéressant car Kundera revient sur les multiples insurrections tchèques, hongroises, polonaises dans les années 50, 60, quand c'était sous domination soviétique. Et Kundera rappelle en fait la douleur de ces populations dont il vient, c'est un Tchèque. Leur douleur n'était pas uniquement, dit-il, d'avoir subi l'idéologie communiste, le joug soviétique, mais c'est d'avoir été arraché à l'Occident. C'est-à-dire que la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, ce sont des pays qui, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais ce sont des pays qui font pleinement partie du développement de la culture de l'Europe ou de l'Occident. Et pour lui, ces deux termes sont synonymes. La Tchéquie faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Il y avait un rayonnement culturel dans l'Europe centrale qui est absolument incroyable. Et eux en ont été privés. Et ils disent que c'était vraiment une immense souffrance dont les Européens de l'Ouest n'ont pas pris conscience. Et au fond, ils n'en ont pas pris conscience, et la plupart d'entre nous, à droite, qui critiquons l'Occident en permanence, n'en prennent pas conscience parce que nous avons ce confort d'être vraiment au cœur de l'Occident et de ne pas risquer d'en sortir. Alors que ces autres peuples, les Polonais, les Hongrois, les Ukrainiens aujourd'hui, eh bien, eux voient leur identité dans ce grand ensemble occidental, et eux n'ont pas le confort de se dire, oui, mais au fond, est-ce que l'Occident décadent? Non, c'est une question de vie ou de mort pour eux. En Europe de l'Ouest, en France, en Belgique, en Angleterre, nous sommes bien trop accoutumés à l'idée que nos nations sont éternelles. Alors que les nations d'Europe centrale et de l'Est, eh bien, leur souveraineté, ils l'ont perdue à de très nombreuses reprises. Et du coup, il y a une question existentielle là-dessus. Et ça, tous les gens qui parlent de manipulation occidentale pour les ramener dans notre région ne se mettent pas à leur place. Ouais. Non, mais tu as raison de le dire, les nations sont mortelles, les civilisations aussi sont mortelles, et c'est vrai que avec tous ces réflexions qu'on a, en fait, on se pose à notre manière, peut-être imparfaitement, peut-être maladroitement, peut-être même fautivement, j'en sais rien, la question de la survie de la civilisation européenne, de la meilleure manière de sauver ce qui est beau et ce qui est grand dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est la civilisation européenne occidentale, quel que soit le terme qu'on lui donne, qui a permis le rêve fou que nous sommes en train de vivre, alors avec tous ces énormes désagréments contre lesquels on doit lutter, mais en tout cas contre lesquels on ne pourra pas lutter avec des postures datées
ou contre-productive. Et c'était ça, en fait, l'enjeu de cette discussion. Alors, elle n'est pas finie parce qu'on va en avoir l'occasion d'en reparler pendant longtemps. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose de révolutionnaire. Alors moi j'ai ma vision très mécaniciste qui explique beaucoup de choses et qui du coup fait passer l'idéologie un peu derrière, mais uniquement dans le monde moderne du progrès, puisque une fois que le progrès s'efface, les idées reprennent bien sûr le dessus. Ça c'est. Oui, mais en même temps, tu prônes quand même une réorientation intellectuelle Oui. pour maîtriser ce programme. C'est pas entièrement mécaniciste, puisqu'il y a quand même, tu postules quand même qu'on puisse réorienter ce développement. Ouais, c'est vrai. Après, Non, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire quand tu dis qu'il faut en finir avec certaines postures. Pour moi, le but de cette émission n'est évidemment pas de parler de la situation de la guerre russo-ukrainienne, mais quand même, je trouve je voudrais dire un petit mot là-dessus. Cette guerre russo-ukrainienne est un rendez-vous de la droite avec l'histoire. Et pour la première fois depuis fort longtemps, il est possible que nous entrions en phase avec l'opinion majoritaire des Européens. C'est-à-dire qu'il y a globalement un consensus dans la société pour être du côté des Ukrainiens. pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais justement, ça devrait être pour nous l'occasion de venir vers eux et de dire, vous voyez, nous avions raison. Et nous avions raison sur plusieurs points. Tout d'abord, il y a quand même une fraternité des peuples européens, blancs, si on veut dire, le mot qui fâche, pour la simple raison qu'il y a quand même un élan de solidarité plus grand avec les Ukrainiens qu'avec les Syriens. Bizarrement, ça marche mieux. Et encore, les Syriens en France, c'était une extrême minorité des réfugiés qu'on nous a vendus à l'époque. Parce qu'à la limite, des Syriens, ça aurait pu être plus facile aussi. Enfin, bon, j'ai dit les Syriens, mais ça peut être plein d'autres choses. Quand il y a j'invente, mais quand il y a problème en Afghanistan, ça n'empêche pas les gens de dormir. Quand il y a un problème en Ukraine, il y a quand même un élan de considération envers ce peuple qui est proche de nous, premièrement. Autre chose, on pourrait dire, mais vous voyez, nous avions raison, il y a une permanence des identités, du sentiment identitaire et de la défense des identités. Ce n'est pas une question dépassée, c'est une question qui est d'actualité, qui est plus que jamais d'actualité. Et la troisième, c'est de dire aux gens que nous avions raison. Vous voyez, il faut être fort, tout simplement. La puissance est un objectif en soi pour toute politique, car si on n'est pas fort, eh bien, on risque de perdre ce qu'on veut défendre. Et au lieu de s'emparer de cette situation, je constate avec regret une partie de la droite, qui au fond n'est pas de droite, mais qui n'est qu'anti-système, choisit de prendre le contre-pied par réflexe pavlovien de tout discours, de tout ce qui fait consensus. Alors qu'il y a des consensus qui le sont pour de bonnes raisons. Ouais. Et d'ailleurs, pour partie, alors, par un réflexe pavlovien anti-américain qui a évidemment une justification absolument réelle et qui serait délirant de ne pas noter, mais qui a aussi en partie toute une question un peu de ressentiment et à mon avis d'analyse fautive qu'on a aussi développé dans cette émission. Donc c'est quand même dramatique, mais je suis d'accord, il y a un rendez-vous avec l'histoire, peut-être. Alors je sais pas, je sais pas si ça en sera un, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas le droit, alors qu'on est au bord du précipice pour plein de raisons en Europe, en Occident, on n'a pas le droit de se retrouver dans le camp de celui qui, peut-être, je l'espère pas et je le pense pas, mais je l'espère pas, mais qui lancera une bombe atomique, même tactique, je sais pas quoi, sur un peuple européen. Entièrement d'accord. Ça, c'est juste pas possible. Les mecs de gauche pourraient l'être, les néocons américains pourraient l'être parce qu'ils ont le droit de faire des guerres, voilà, mais nous, on n'a pas le droit d'être dans ce camp-là. Donc même d'un point de vue purement stratégique, là, franchement, on n'a pas le droit, quoi. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc, et peut-être qui fera peut-être la conclusion ou pas, j'en sais rien, mais on dit souvent l'influence américaine, les Américains veulent tuer l'Europe, etc. Alors sur plein de points, ils veulent la vassaliser. Bon, bref, comme on ferait nous à leur place si on avait leur hyperpuissance. Mais les Américains aussi sont dans le suicide, parce que l'idéologie gauchiste qui ruine l'Europe continentale, elle les ruine aussi. Et bientôt, aux États-Unis, comme en France, comme dans toute l'Europe, alors sauf en Europe centrale, eh bien, on aura à gérer ensemble entre Européens
et je parle là au sens biologique, on aura à gérer peut-être ensemble, ou en tout cas en fraternité au moins lointaine, les mêmes problématiques avec les mêmes solutions à trouver. Alors, peut-être qu'au lieu de... Alors, ça n'enlève pas la responsabilité d'une certaine partie de l'élite américaine sur la situation, mais soyons plus intelligents qu'eux, ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu, consciemment ou non, ne tombons pas dans le piège dans lequel d'ailleurs est peut-être tombé Poutine, j'en sais rien. Soyons intelligents et pensons aux Européens où qu'ils se trouvent. Voilà, moi, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir de tout ça. Écoute, je partage entièrement cette conclusion. Bon, bah écoute, c'est pas mal, ça fait 1h30 qu'on est en direct. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas, sachant qu'on va pouvoir, la conclusion, c'est peut-être que rien n'est fini et que cette discussion elle se continuera peut-être dans une deuxième édition. Hein. Oui, bah, très volontiers. Si tu m'invites à nouveau, j'accepterai avec plaisir, bien évidemment. Mais je pense que il faut peut-être préciser une dernière chose au cas où ça aurait été un peu confus. Évidemment, cet aggiornamento, cette mise à jour que nous espérons, en tout cas que nous sommes en train d'amorcer, n'est pas un reniement des principes. Les principes de droit, on a fait une émission, toi et moi, à ce sujet. On était arrivé à cette définition que la gauche caractérisée par l'égalitarisme et la droite par la hiérarchie, le sens de l'ordre, le sens du dépassement. Ça reste. Ce n'est pas quelque chose qui change. Au contraire, notre principal ennemi reste l'égalitarisme, car l'égalitarisme est un frein au développement de l'Occident. Je pense que ça, c'est vraiment le nœud central qu'il faut toujours garder à l'esprit. Notre vision du monde, que ce soit dans un monde technique ou dans un monde traditionnel, c'est celle d'un monde hiérarchique, d'un monde qui valorise la grandeur. Ouais. Ouais, je suis d'accord, et ce sont les principes de la civilisation européenne. Et pour le coup, ce sont ceux qui guideront toujours notre vision du monde et notre mise en pratique autant que possible, parce que personne n'est parfait, évidemment, mais on va dire qu'ils guident nos actes autant que nos idées, autant que possible, en tout cas pour nos actes. Et c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que, voilà, et moi c'est pour ça que j'appelle l'Europe plutôt que l'Occident. Enfin, dans ma tête, c'était comme ça avant. Ça va évoluer forcément, mais j'ai toujours un peu de mal. Mais pour moi, l'Europe, elle est partout, et ces principes immémoriaux pour lesquels on se bat, bah, ils restent. Ils restent clairement. Et même si là, on est en train, peut-être, je pense, de découvrir quelque chose de révolutionnaire pour toute une partie de la droite, et enfin découvrir, ça fait très prétentieux, mais de mettre à jour quelque chose de très révolutionnaire, parce que, je dis mettre à jour parce que ce sont des questions qui sont ancrées dans le moment présent et qui n'étaient pas dans l'esprit des gens même il y a 30 ans, pour plein de raisons différentes. Ces choses-là qui sont révolutionnaires, eh ben, j'espère qu'elles seront, que la réflexion se poursuivra. J'aurai le plaisir de discuter de ça avec des personnes qui sont sur une ligne à peu près similaire, ou en tout cas qui ont des intuitions qui sont semblables aux nôtres. Et aussi, je discuterai aussi avec des personnes qui ne sont pas d'accord, et ça sera super intéressant aussi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui réfléchiront à ces perspectives de demain pour la droite, pour cette idéologie que j'appelle néoclassique, c'est certain que tous, on a les valeurs européennes d'ordre, d'identité, de droiture, et finalement les valeurs aristocratiques, pardon, on les aura au cœur et elles nous guideront le plus possible. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Bon, bah écoute, Antoine, un plaisir de t'avoir eu avec nous. Et puis, bah écoute, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles révolutions. À la prochaine. Écoute, j'écouterai toutes ces émissions avec grand intérêt, cette série que tu nous annonces. Et j'invite également mes abonnés à s'intéresser à ton contenu. Oui. S'ils ne le faisaient pas, s'ils ne connaissaient pas déjà ton travail, même si à mon avis tu es quand même assez connu de tout le milieu, je les invite vraiment à découvrir ce que tu fais. S'ils ne sont pas au courant, tu proposes également un contenu privé, Oui. un abonnement. Tu as ton propre site internet, je pense. Ouais. Donc, non, mais carrément, bah, écoute, c'est gentil de ta part, effectivement. Je renvoie le compliment, puisque pour le coup,
On a en plus, on a vraiment deux positionnements qui sont complémentaires. Moi, je suis un peu agitateur idéologique et un peu dans la bonne ambiance, alors que toi, tu es dans la profondeur intellectuelle, dans le sens très noble du terme. Donc, c'est vraiment des travaux et des combats extrêmement complémentaires. Donc, pareil, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Antoine. Vous avez, et surtout à son espace privé, vous avez le lien dans la description. Donc voilà. Bon, bah écoute, Antoine, un grand plaisir de t'avoir eu. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut, ciao.